Le fait que ça c'est enregistré, que les gens pourront le revoir, si on le dit ou on ne dit pas. C'est prévu, si, c'est dans les modalités, ouais. Vous l'avez, ouais. Ce sera projeté. D'accord, ok. C'est marqué à un moment donné. Ouais. C'est bon. Allez, je propose qu'on se donne peut-être un chiffre de connexion. On est à combien? 108 à 107. À 10h05, on commence. À 10h05, on commence. Allez. On part de ce principe-là qui est pas mal. L'enregistrement a démarré, hein, c'est ça? Petit point rouge, ça veut dire que ça enregistre. Et les micros. Remarque. Bien. Bien. Alors, ça débute, voilà. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je ne sais pas si on m'entend, si, je suppose. Oui, on voit, ça y est, vous êtes en C'est bon. Donc, je vais retirer mon masque et de manière générale, tous les intervenants retireront leur masque pour s'exprimer. Ça sera plus simple pour tout le monde pour entendre. Donc, tout d'abord, merci pour votre participation à cette visioconférence. Donc, bien sûr, nous aurions préféré faire ça en vrai, mais vous comprendrez que les conditions sanitaires ne nous permettent pas de faire une réunion aussi nombreux. Nous sommes là 132 personnes connectées, donc ce n'était absolument pas possible. Mais très rapidement, et vous le verrez dans le déroulé de la présentation, il y aura des dispositifs en plus petits groupes qui permettront de retrouver ces interactions possibles qu'on aurait eues dans une salle. Alors, avant de présenter les intervenantes et les intervenants, je vais vous rappeler quelques consignes que vous avez pu lire dans la charte qui vous a été envoyée. Alors bon, vous comprendrez bien qu'à 200 personnes connectées, il y a nécessairement quelques consignes. Donc la première chose, c'est de garder vos micros coupés. Pour poser des questions, c'est dans la conversation de la réunion que vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez les écrire à tout moment, vous pouvez commencer dès maintenant. Il y en a déjà certaines qu'on avait reçues sur le site depuis une petite semaine. Une chose qui est importante aussi, c'est que si vous voyez une question qui vous paraît intéressante, plutôt que de la réécrire, de la reformuler, il vaut mieux la liker avec le petit pouce et comme ça nous en tiendrons compte sur le fait que de nombreuses personnes ont voulu que cette question soit mise en avant. Nous n'aurons peut-être pas le temps de répondre à toutes les questions, donc ça veut dire qu'il y aura une FAQ, une foire aux questions, donc toutes les questions auront une réponse, mais bien sûr en dehors de cette réunion. Voilà, alors maintenant je vais passer aux intervenants dans l'ordre d'apparition à l'écran. Donc François Horton, maire de Guyancourt, Philippe Vandemel, directeur général de l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay, Laurent Merker, vice-président de Saint-Quentin-en-Yvelines, délégué à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire, Antoine Prenant, directeur de projet
à l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay, Anne-Lise Auboin, directrice de l'atelier Marniquet-Auboin, et Jean-Marc Michel, garant de la concertation auprès de l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay. Voilà. Alors, ouverture de la concertation sur le quartier des Savoirs et ses abords. De quoi allons-nous parler? Donc là, vous avez le déroulé. Donc, un premier mot d'introduction. Ensuite seront présentés le projet Paris-Saclay, son intégration dans l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Et ensuite, nous reviendrons sur le processus de concertation, je devrais dire même les concertations. Et puis, dans un troisième temps, et c'est ce temps-là qui contiendra le plus d'informations, nous verrons le projet de quartier, d'où on vient, les premières études et les orientations. Et c'est au garant de la concertation que reviendra le soin de conclure nos échanges. Alors, nous serons ensemble une bonne heure et demie, peut-être un peu plus, en fonction des temps de questions-réponses. En tous les cas, on va essayer, enfin, on va garantir de rester de finir avant midi. Et je me permettrai donc, mesdames, messieurs, les intervenantes et intervenants, de vous demander de respecter votre temps de parole et d'intervenir. Je pourrais être amené à vous le rappeler pour qu'on arrive à laisser le temps de l'échange questions-réponses, même s'il est un petit peu virtuel aujourd'hui. Voilà. François, à toi l'honneur. Oui, mais merci Olivier. Je vais commencer à donner le bon exemple en respectant les quelques minutes d'introduction qui sont à ma disposition. Mesdames et messieurs, d'abord bonjour. Je suis particulièrement ravi de pouvoir ce matin officiellement lancer la grande concertation sur l'aménagement du quartier des Savoirs et de ses abords. Alors, je vous remercie d'ores et déjà pour votre présence nombreuse. Nous sommes à 148 connexions au moment où je vous parle. Mais également et déjà pour les premières contributions qui nous sont parvenues, nous y reviendrons. Alors, l'émergence de ce nouveau quartier est une opportunité formidable pour Guyancourt, pour Saint-Quentin en Yvelines et même au-delà. Alors, j'ai souhaité une concertation d'ampleur. Philippe Vandemel, directeur général de l'EPAPS, nous en discutions récemment et on peut dire que c'est probablement la première fois qu'un maire ouvre une concertation aussi large et aussi tôt dans le projet. Et nous en sommes convenus et nous en sommes particulièrement ravis. Alors pourquoi cette concertation d'ampleur? Parce que cet aménagement vous concerne. Il nous concerne tous, nous Guyancourtois. Alors les enjeux sont nombreux, nous allons le voir, les partenaires dans ce projet également. Alors tous ces partenaires ont leur domaine de compétences, leur expertise, leur point de vue. Ils sont indispensables et je les remercie d'être présents en nombre ce matin. Mais ils ne décideront pas pour nous. Ce qui nous différencie, c'est que nous vivons à Guyancourt, nous connaissons notre ville, nous l'aimons, nous connaissons ses atouts et nous savons mieux que quiconque ce dont elle a besoin dans les années à venir. Alors je compte sur chacune et chacun d'entre vous. Cette concertation n'a de sens que si vous vous en saisissez, si vous l'investissez pour faire connaître vos besoins, vos attentes, mais aussi si vous participez concrètement à construire ce que sera le quartier des Savoirs de demain. Au-delà, nous devrons réfléchir ensemble au lien de ce nouveau quartier avec le reste de la ville. C'est l'un des enjeux, au niveau des mobilités notamment, des équipements publics ou de loisirs. Alors c'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que je lance cette concertation et avant de conclure ce propos introductif, j'ai fait le petit exercice de faire une liste de mots qui me sont chers au moment d'ouvrir cette grande concertation. Moi, je crois qu'il faut qu'on soit à la fois modeste parce que nous allons plonger un petit peu dans l'inconnu aussi, mais très ambitieux. Et la modestie et l'ambition, à mon avis, ne sont pas contradictoires. Nous allons devoir construire ensemble. Nous allons devoir nous faire confiance les uns envers les autres. Nous allons devoir être bienveillants aussi et écouter le propos de l'autre. Nous allons devoir aussi être créatifs, mais aussi également patients. Voilà. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme, comme je le disais, et d'émotion aussi, que j'ouvre officiellement cette grande concertation. Merci, monsieur le maire. Donc, je me présente, je suis Philippe Vandemal, le directeur général de l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay. Au moment où on ouvre cette concertation sur le projet
du quartier des Savoirs et de ses abords, hein, sur le pôle Gare. Je voulais effectivement rappeler un peu l'enjeu général du projet de Paris-Saclay et ses contraintes ou ses caractéristiques particulières. Le projet Paris-Saclay a été arrêté par l'État dans le cadre de la loi du Grand Paris, hein, qui a été votée en 2010 et qui envisage sur la partie sud-ouest de la région Île-de-France un grand pôle d'innovation scientifique et technologique tourné sur la recherche et qui porte sur 3 agglomérations, Versailles Grand Parc, Saint-Quentin-en-Yvelines bien sûr, mais aussi Paris-Saclay dans le département de l'Essonne, avec la communauté d'agglomération de Paris-Saclay dans le département de l'Essonne. Ce projet global participe d'une réflexion d'ailleurs sur l'Île-de-France et sur une organisation un peu plus polycentrique de cette région, en tout cas de cette métropole, et c'est dans ce travail-là que l'on est. Une particularité importante que vous devez savoir, c'est que dans le cadre de cette loi, l'État a défini un périmètre d'opération d'intérêt national. C'est une procédure très particulière qui permet à l'État de prendre la compétence d'aménagement sur des territoires et à désigner un établissement public, l'établissement d'aménagement de Paris-Saclay que je dirige, pour assurer cette mission. Et sachez également que les permis de construire sont délivrés par l'État dans le cadre de cette opération d'intérêt national. Il va de soi que le travail que je souhaite et que l'État souhaite se veut vraiment participatif et collaboratif, avec bien sûr en partenariat avec l'ensemble des collectivités locales et principalement les communes. Et c'est dans cette démarche-là que nous lançons cette concertation, parce que l'apport de tous est important dans la réflexion et la préparation d'un projet du futur. Juste pour entrer un peu plus dans le détail, il y a un projet. Ce projet de Paris-Saclay s'inscrit dans une volonté générale de l'État d'un territoire durable, et je vais y revenir dessus. Vu du projet de la loi du Grand Paris, ce projet de Paris-Saclay a une vraie ambition de pouvoir porter un pôle académique de rang mondial qui est en cours de constitution et qui physiquement se situe plutôt dans le département de l'Essonne, même si l'université de Versailles-Saint-Quentin a vocation à rejoindre très rapidement ce pôle académique au niveau institutionnel. 2 institutions ont été créées, l'université de Paris-Saclay, qui d'ores et déjà commence à avoir une renommée internationale assez importante, et l'Institut Polytechnique de Paris, qui regroupe un certain nombre de grandes écoles. La deuxième ambition, c'était effectivement ce qui était indiqué dans la loi du Grand Paris, c'est de faire un cluster. Alors, il faut prendre cluster au sens économique et non pas sanitaire, un cluster scientifique et technologique de l'innovation, qui s'appuie bien sûr sur le pôle académique, mais aussi sur les formidables capacités de recherche des entreprises privées qui trouvent sur le territoire, et notamment sur Guyancourt, mais en fait sur l'ensemble des 3 agglomérations, nous avons beaucoup de centres de recherche, et globalement, ce territoire regroupe plus de 15% de la recherche académique française et de la recherche privée française. Et bien sûr, de veiller à ce que tout là se fasse dans le cadre d'un territoire durable, avec un premier geste fort que l'État a pris, qui est la création d'une zone de protection naturelle agricole et forestière, qui a fait l'objet d'un décret de délimitation en 2013, et qui identifie plus de 4000 hectares qui sont protégés de toute urbanisation de manière durable, avec une part dédiée à l'agriculture. Je crois qu'il y a plus de 2100 hectares qui sont là aussi protégés de toute urbanisation dans les terres agricoles. Au-delà de ça, effectivement, il y a l'idée de s'appuyer sur une ligne de transport capacitaire propre, hein, donc bas carbone, qui est le projet de la ligne 18 du Grand Paris, je pense qu'on reviendra dessus, du Grand Paris Express, qui va de l'aéroport d'Orly jusqu'à Versailles Grand Parc, en desservant certains points sur le territoire, et notamment sur 5 pôles sur le plateau de Saclay. Nous essayons, bien sûr en partenariat avec les maires, pour que tous ces projets de développement urbain qui s'étalent autour des gares de cette ligne 18 se fassent avec des ambitions environnementales très fortes, que ce soit sur la construction même des bâtiments, et on porte de plus en plus la construction bas carbone, en structure bois, sur la partie énergétique avec l'apport d'énergie renouvelable locale. Je prends comme exemple ce qu'on a pu faire pour l'instant sur le sud du plateau, avec un réseau d'échange de chaud et froid basé sur l'alimentation en géothermie, mais également sur la récupération de chaleur fatale des laboratoires. Et donc nous cherchons à chaque fois à avoir une ambition énergétique forte,
Et on poursuit aussi sur, bien sûr, les enjeux de nature en ville, les enjeux de biodiversité et les enjeux de mobilité propre, et douce et active, suivant le nom qu'on veut lui faire. Donc voilà un peu le schéma global. Juste rappeler qu'effectivement, le projet est formellement porté par l'EPA, mais ne se fait qu'en partenariat avec les collectivités locales, au premier rang desquelles les maires concernés, donc pour le projet du quartier des Savoirs, le maire de Guyancourt, et ce travail est collaboratif de manière très forte. Je rappelle les principaux acteurs au niveau du pilotage, l'EPA, mais sous la houlette de l'État et en partenariat avec la ville, et bien sûr la communauté d'agglomération qui partage un nombre de compétences importants. D'autres partenaires sont présents, le conseil départemental des Yvelines qui est très présent sur le sujet. Nous avons aussi l'établissement public foncier d'Île-de-France, qui est un acteur important sur la région, qui fait des achats de foncier. En l'occurrence, ils ont permis d'acheter ce qu'on appelle communément la friche Thalès. La Société du Grand Paris, bien sûr, qui a la responsabilité de construire cette ligne 18 et notamment les gares. Donc, il y a un point très important avec cette institution. Île-de-France Mobilité, qui a la compétence régionale sur toutes les mobilités. La région Île-de-France aussi, qui a une compétence de développement économique, de mobilité, et qui d'ailleurs est acteur sur beaucoup de points, les services de l'État, mais également le syndicat mixte du bassin de versant de la Bièvre pour pouvoir travailler sur ce sujet-là. L'ensemble de ces partenaires sont quasiment tous au conseil d'administration de l'EPA, et donc ce partenariat est aussi au sein même de la gouvernance de l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay. Voilà, très rapidement, je voudrais rappeler un peu le contexte général du projet qui paraît essentiel pour bien comprendre ce mécanisme. Et aujourd'hui, effectivement, nous avons besoin de cette concertation pour pouvoir avoir vos points de vue, vos remarques, vos observations et pouvoir tenir compte de ce que vous avez. Il y a eu un travail qui va vous être présenté tout à l'heure préalable, qui est un travail de réflexion amont, qui répond à un certain nombre de fondamentaux qui avaient été fixés et qui offre un certain nombre de possibilités, et la finalisation formelle d'un projet ne se fera que dans 2 ans, lorsque sera présenté en accord avec le maire ce qu'on appelle le dossier de création d'une zone d'aménagement concerté sur le pôle. Et donc on a effectivement 2 années pour travailler là-dessus. On va vous proposer les premières réflexions. Voilà très rapidement ce que je voulais vous dire. Je pense que j'ai tenu mon temps de parole. Et effectivement, l'idée, c'est de passer la parole maintenant à M. Merkert, qui est le vice-président délégué à l'urbanisme à l'aménagement du territoire de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Le micro est encore coupé. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Absolument, oui. Parfait. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur le maire, cher François, Monsieur Vandemel, Monsieur Paréja. Bonjour à vous et puis bonjour à tous les participants de cette concertation. Alors effectivement, je tiens d'abord à excuser l'absence de Jean-Michel Fourgousse qui est pris par ailleurs et c'est pourquoi j'interviens ce matin. C'est vraiment très intéressant de pouvoir participer à une concertation de ce type puisqu'elle va contribuer à dessiner le territoire demain et ça c'est une très belle opportunité évidemment. Quand on pense à Saint-Quentin en Yvelines, on pense, même en étant modeste, comme l'évoquait François tout à l'heure, à la réussite de ce territoire depuis plus de 40 ans, réussite qui s'appuie sur un équilibre entre le développement économique, un habitat diversifié, un cadre de vie très très favorable. Et Saint-Quentin en Yvelines s'est beaucoup construit donc par l'apport des entreprises qui étaient sur son territoire. C'était l'élément qui nous a permis de financer une grande partie de nos équipements, si on a tous nos équipements sportifs, culturels, les voiries dans l'état où elles sont aujourd'hui, c'est parce que nous avons bénéficié aussi de cette puissance économique sur notre territoire et c'est quelque chose qui a été porté par tous les élus de Saint-Quentin au fil des décennies. Depuis quelques années, Saint-Quentin en Yvelines, pour conserver les entreprises et pour en attirer des nouvelles, a fait le pari de l'innovation comme moteur de développement. Et cette stratégie s'est assise sur un écosystème de premier rang qui combine des grands comptes parmi les plus innovants au monde, avec Renault, qui est situé à Guyancourt, avec Jean-Claude Decaux, Airbus, Thales, Safran, un certain nombre de PME, de start-up à haut potentiel, que Sky accompagne par ailleurs étroitement.
Il y a aussi un accompagnement lié aux évolutions économiques avec le contexte post-Covid, le rôle et l'impact du télétravail, le développement de nouvelles formes de travailler et d'habiter. Parallèlement, Saint-Quentin promeut activement un développement équilibré et de qualité de l'habitat sur son territoire. Figure ainsi, au titre de ses préoccupations majeures, le rapprochement habitat-emploi. On comprend bien aujourd'hui cet impératif par rapport au déplacement des personnes. La qualité du parcours résidentiel pour permettre à tous les ménages de se loger sur le territoire et une vigilance active aussi de Saint-Quentin sur les prix d'acquisition et les prix de sortie pour que l'on garde des prix de vente accessibles sur notre territoire. Le développement aussi de la qualité dans les constructions neuves, aussi bien dans les opérations portées par Saint-Quentin que dans les opérations privées grâce à une charte de promotion immobilière. Alors aujourd'hui, nous allons évoquer le quartier gare de Guyancourt-Saint-Quentin, un projet qui est évidemment stratégique pour la ville de Guyancourt, mais aussi bien sûr pour Saint-Quentin-en-Yvelines. Et son point de départ, comme il a été évoqué juste avant, c'est la ligne 18 et la future gare. La gare, c'est un élément d'attractivité incontournable pour Saint-Quentin. Il y a donc une attention à porter tant à l'objet gare en lui-même et à ses fonctionnalités et ses conditions d'accessibilité qu'au projet d'aménagement lui-même. La nécessité de s'articuler au plus près du calendrier porté par la Société du Grand Paris en vue de ne pas fragiliser la mise en œuvre du projet dans les échéances prévues. Un projet aussi qui est à l'articulation de différentes opérations en cours ou en réflexion portées par Saint-Quentin-en-Yvelines avec les ZAC de Villaroy-Est, dont les périmètres devront être revus pour s'articuler avec la nouvelle ZAC. Il y a aussi le secteur du Mérentais, bien sûr, sur Magny-les-Hameaux, avec le terrain ex-Ilty, les terrains ex-Décra et le golfe national. C'est donc un projet à aborder à la bonne échelle pour assurer un traitement cohérent de tous les impacts, circulation, accessibilité, stationnement. Des principes de circulation qui doivent, tout en assurant une circulation apaisée, bien sûr, au sein du quartier, permettre un accès fluide et aisé à la gare pour l'ensemble de ses usagers, tous modes confondus. Il y a nécessité aussi d'avoir une cohérence programmatique. Avec le logement, une programmation à établir au regard des quartiers existants et des opérations projetées. Et comme je l'évoquais au début, il y a aussi la notion de développement économique. Et là, il faut prendre en compte le contexte post-Covid, notamment sur le volet tertiaire. Il faut faire attention à assurer une cohérence du développement au regard des polarités existantes, secteurs axes-centres de Montigny-Guyancourt ou à des projets à proximité. Et il faut aussi intégrer une approche cohérente des besoins en équipement induits et financièrement soutenable à l'échelle du projet. C'est donc une gouvernance qui doit associer l'ensemble des communes concernées, même si bien entendu, comme l'évoquait François Morton, Guyancourt pilote tout cela, puisque c'est sur son territoire que les choses vont se passer. Il y a donc un accompagnement renforcé de Saint-Quentin tout au long de l'élaboration du projet. C'est un pilotage par Saint-Quentin du pôle d'échange multimodal qui accompagnera l'arrivée du métro. Il faudra prévoir des équipements d'intermodalité, c'est-à-dire des moyens des jonctions entre les différentes gares de Saint-Quentin-en-Yvelines et assurer une accessibilité efficace, comme je le disais, sécurisée et confortable. Alors, je suis très heureux de participer à cette réunion parce qu'il s'agit de penser la mise en œuvre d'un nouveau quartier autour d'une gare. C'est une opportunité extraordinaire. Si on se le rappelle, il y a 40 ans, l'aménagement sous la houlette de l'État s'est fait d'autorité. C'était déjà un établissement public à l'époque. Aujourd'hui, alors qu'il s'agit de créer à nouveau la ville, les habitants sont associés à la réflexion. C'est une belle opportunité, comme je l'ai dit, mais c'est aussi une grande responsabilité qui nous pousse au-delà des envies et des idées que l'on peut avoir, des convictions même, à bien penser les enjeux liés à ce projet, car il dessinera l'avenir du territoire de Guyancourt, certes, mais aussi de tout Saint-Quentin-en-Yvelines, et cela pour de nombreuses décennies. Et c'est ce que nous devons avoir tous en tête, je pense, pendant le travail à venir. Je vous remercie. Merci. On va peut-être passer une première séquence de questions-réponses. Donc, il y avait des questions en particulier qui étaient déjà posées préalablement. Donc, je pense qu'on peut les mettre. Alors, il y a des questions qui sont déjà posées, mais qu'on verra plus tard parce qu'une partie des réponses sont dans les présentations à venir. Donc on va reprendre plutôt des questions assez générales. Il y en a eu une à l'instant sur, par exemple, le montant global du projet Paris-Saclay. Et ensuite, toute une série de questions autour de la ligne 18, sur sa rentabilité, sur la menace qu'elle représente par rapport à la zone de protection naturelle, agricole et forestière. Est-ce qu'elle est toujours nécessaire dans le cadre de la pandémie qui impacte les modes de travail de déplacement?
Bon, la deuxième question, qui est plus généralement les conséquences de la pandémie sur le quartier, on la reverra peut-être plus tard, là on va rester donc, sur la ligne 18. Toujours une autre question sur est-ce qu'un TCSP ne serait pas suffisant? Et une autre question qu'on reverra peut-être aussi plus tard, qui est l'impact sur le projet si la ligne 18 venait à être retardée. Donc, je vous laisse répondre. Je vais peut-être prendre très rapidement la main sur toutes les questions qui concernent l'existence ou pas de la ligne 18. Alors, au moment où nous voyons ce matin pour travailler autour de cette concertation, l'option qui est prise, c'est bien que cette ligne 18, elle arrive avec un calendrier que nous connaissons tous et qui n'est pas remis en question. Donc, il ne s'agit pas lors de cette concertation, sauf à avoir d'autres informations durant le temps de concertation, ce qu'à titre personnel je ne souhaite pas, de se dire que la ligne 18 et donc le métro n'arrivera pas sur Guyancourt. Donc, encore une fois, c'est l'hypothèse de travail que nous avons parce que, je vais être un petit peu brutal, mais je vais le faire quand même, c'est que s'il n'y a pas de métro, s'il n'y a pas de gare, il n'y a pas de quartier. Voilà, donc nous ne nous voyons pas et je vous propose donc de déconnecter immédiatement. Voilà, donc évidemment c'est une boutade parce que vous êtes quand même 165 à être connectés et je vous propose de rester quand même avec nous ce matin. Mais nous aurons peut-être, nous ne savons pas, l'occasion d'avoir d'autres types d'hypothèses. Ça n'est pas le cas au moment où nous parlons. Voilà. Oui, alors effectivement, aujourd'hui, il y a la ligne 18 a un calendrier très précis. Bien entendu, le projet, alors s'il n'y a pas de ligne 18, monsieur le maire l'a dit, il n'y aura pas de projet de quartier, en tout cas, pas sous cette forme-là. Donc l'hypothèse de base, c'est que cette ligne 18 se réalise. Le modèle économique de la ligne 18 a été présenté plusieurs fois dans les différentes enquêtes publiques qui ont eu lieu. Juste rappeler qu'effectivement la ligne 18 n'obère pas la zone de protection naturelle agricole et forestière. Les deux projets ont été décidés ensemble par l'État, dont ils ont été coordonnés. Et donc effectivement la ligne 18 ne touche pas à la ZPNAF et ne change rien à cette protection que l'État a voulu de non-urbanisation sur ce territoire. Au cas où il y aurait, mais aujourd'hui ça n'existe pas, mais au cas où il y aurait un retard, il va de soi que le projet de quartier de Savoir et ses abords autour de cette gare sera adapté en calendrier avec un nouvel échéancier s'il devait y en avoir un, ce qu'aujourd'hui personne n'envisage. Et j'ai même entendu le nouveau président de directoire rappeler qu'aujourd'hui il n'y a aucune modification ni du schéma directeur ni du calendrier qui est programmé. Donc voilà ce que je peux dire. Vous interrompre, si vous pouviez rappeler le calendrier, parce qu'il y a des personnes qui posent la question. Ah, excusez-moi. Donc le calendrier de la ligne 18, donc c'est une ligne qui va de Orly jusqu'à Versailles Grand Parc, en desservant sur le territoire de Paris-Saclay 1, 2, 3, 4, 5, 6 gares, si je ne me trompe pas. Ça démarre à Massy TGV, la ligne part d'Orly, mais ensuite il y a une gare à Massy TGV. Il y en a une sur Palaiseau, sur le plateau, une autre à Orsay-Gif, toujours sur le plateau, une au Christ de Saclay. La suivante est à Guyancourt, justement, celle qui est autour de ce quartier des Savoirs. Puis il y en a une à Satory, à Versailles-Satory, hein, l'ancien camp militaire, pour se terminer à Versailles-Grand Parc. Son calendrier est échelonné dans le temps, puisque la première étape, c'est une livraison en 2026, les travaux ont démarré, et ça va de Massy jusqu'à Saclay. Cette ligne devrait être livrée donc en 2026, pour l'instant plutôt début 2026, mais en tout cas, ce qu'on espère tous, c'est que la rentrée 2026, notamment pour les étudiants, ça sera fait. Un an plus tard, pour rejoindre Orly, et donc 2027 de Orly jusqu'à Massy, et ensuite de Saclay jusqu'à Versailles-Grand Parc en une seule fois en 2030. Voilà le calendrier que la Société du Grand Paris prévoit, et que pour l'instant, tout concorde à dire qu'il sera tenu. Il y avait une question sur le montant global. Alors, le montant global du projet de Paris-Saclay. Alors, je vais essayer de faire des additions parce qu'il y a différents opérateurs. La Société du Grand Paris, la réalisation de la ligne de la Société du Grand Paris, alors je n'ai plus le chiffre en tête, je crois que c'est de l'ordre de 3 milliards d'euros. Je vous avoue, là, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de la Société du Grand Paris qui est présent qui pourrait nous aider. De l'ordre de 3 milliards d'euros de réalisation de cette ligne. Nous avons, a priori, ce que je vous ai présenté tout à l'heure, trois grandes opérations, une sur le sud plateau qui est découpée en 3 actes, une sur Guyancourt et une sur Satory.
Ça représente au total, je crois, plus de 1 milliard d'investissements, entre guillemets, de la ZAC, c'est investissement public, de voirie, d'équipements publics, d'écoles, et ça génère 3,3 millions de mètres carrés de création de mètres carrés qui eux-mêmes représentent une dizaine de milliards d'investissements, mais de la part des investisseurs privés, entreprises, promoteurs ou bailleurs sociaux qui investissent. Alors, c'est difficile de dire que c'est un projet global parce que les sources de financement ne sont pas les mêmes, mais voilà les grandes lignes que je peux dire en termes d'investissement sur ce projet de Paris-Saclay dans son ensemble, plus les investissements qui sont faits, bien sûr, sur les abords, hein, parce que les agglomérations ont aussi des investissements en direct sur l'intégration, en fait, sur le fait que ce projet de Paris-Saclay change un peu la donne, que l'organisation territoriale, notamment le lien entre la partie yvelinoise et essonnienne de Paris-Saclay va être renforcé par cette ligne. Donc c'est l'ensemble de ces investissements. Mais voilà très rapidement, alors juste le chiffre j'avais 2,5 milliards, mais je crois que c'est un petit peu augmenté. Je crois qu'on est à 3 milliards sur la ligne 18 elle-même. Dans les questions, je regarde. Ah oui, il y avait la question, un TCSP, donc transport en commun en site propre, ne serait-il pas suffisant? Par rapport à ça, le choix a été fait de faire ce métro. Hein. Je pense que les gens ont étudié ça. Il y a aussi la notion de rupture de charge. Aujourd'hui, c'est cette option-là qui est retenue. Elle correspond à cette volonté de structurellement relier les deux aspects du plateau, où je vous rappelle que la partie académique est plutôt dans le sud et la partie économique, ça a été dit plusieurs fois, est quand même plutôt sur la partie lilloise, même si les équilibres changent. Et donc aujourd'hui, je n'ai pas de raison de mettre en doute, ça fait l'objet de 2 enquêtes publiques, la nécessité de ce métro. Je compléterai peut-être dans mon intervention sur la présentation du projet et essayer de tenir à peu près l'organisation. Ok, donc on va repasser à la partie proprement dite de concertation. Et François? Alors oui, sur la concertation, donc ça y est, elle est officiellement lancée. Alors cette concertation, on a souhaité effectivement déterminer un certain nombre d'objectifs que je vais très rapidement balayer. D'abord, elle a une ambition première, c'est qu'elle doit s'adresser au public le plus large possible. C'est vraiment notre volonté. Et pour cela, nous avons fait le choix de multiplier. Alors, je ne sais pas si les gens voient la suite du. Excusez-moi. Voilà, c'est pas grave. Voilà, nous avons souhaité que multiplier et diversifier au maximum les outils de concertation. Alors, qui vont du plus basique, effectivement, au plus novateur, le terme de basique n'étant absolument pas péjoratif. Alors, dans les basiques, j'ai envie de dire que la réunion publique, Olivier l'a dit, on aurait souhaité qu'elle puisse se faire en présentiel, ça n'est pas le cas et tout le monde le comprend, mais elle a lieu quand même et nous ne sommes pas loin de 200 personnes à pouvoir échanger ce matin. Donc, c'est la première réunion de lancement, il y en aura d'autres. Un format également de ce que l'on appelle les balades urbaines, donc qui auront lieu effectivement sur site, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Des ateliers thématiques, là aussi, j'y reviendrai un petit peu plus tard. La présence, et nous l'avons, et j'ai eu le plaisir de le rencontrer, je ne me souviens si c'était hier, je crois, Monsieur Jean-Marc Michel, donc garant de la concertation qui est présent avec nous ce matin. Ça aussi, effectivement, alors Monsieur Michel n'est pas un outil de concertation, c'est un monsieur et un vrai monsieur, et donc il nous accompagnera et il fera effectivement son travail en toute confiance avec nous. La captation, donc elle commence dès ce matin, la captation et la diffusion de l'ensemble des réunions publiques, puisque toutes les personnes qui ne pourront pas assister à ces réunions pourront y avoir accès par des moyens numériques, bien évidemment. Un registre dématérialisé également de propositions et de commentaires qui, sauf erreur de ma part, est mis en place dès ce matin. Voilà. Alors, nous souhaitions et nous souhaitons toujours un deuxième principe à cette concertation, c'est d'aller au-delà du cadre réglementaire nécessaire et légal de ces concertations dans ce type de projet, en associant effectivement ce que l'on peut appeler la société civile à cette co-construction. Alors, la co-construction, bien évidemment, du projet définitif, mais également de projets spécifiques
Et je pense notamment, nous y reviendrons, à un projet spécifique autour de la halle qui a été conçue par l'architecte bien connu Renzo Piano. Nous souhaitions également nous inscrire dans un temps long. On estime ce temps de concertation à environ 3 ans, pardon, j'allais dire 3 mois, non, c'est bien 3 ans, mais avec des phases successives que je vais un petit peu détailler, et notamment cette première phase de 6 mois, des 6 mois à venir. Alors, nous passons effectivement à la suite, avec l'articulation entre ces outils et le temps et le calendrier. Alors, ce calendrier, il a en réalité commencé avec un certain nombre d'éléments que j'ai pu évoquer au moment des vœux de la ville de Guyancourt au travers d'une vidéo qui a été diffusée, où je donnais un certain nombre d'éléments et où je lançais effectivement cette concertation à venir. J'y reviendrai également. Le caractère réglementaire et cette articulation avec notre propre concertation, j'ai envie de dire, et les deux devront effectivement s'auto-nourrir, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, nous sommes le 13 mars 2021, c'est donc la réunion publique d'ouverture de cette concertation et qui va permettre d'ouvrir aussi, j'en parlais tout à l'heure, le registre dématérialisé. Les temps à venir maintenant, et très rapidement, dans les 6 prochains mois d'abord, vous aurez accès à un calendrier détaillé des balades urbaines et des ateliers thématiques. Nous avons, c'est un scoop, je crois qu'on peut l'annoncer, Antoine, puisque nous savons d'ores et déjà que nous allons organiser une première balade urbaine le 7 avril prochain. Voilà, donc c'est une date à retenir. Je vous suggère de la noter d'ores et déjà dans vos agendas, puisque nous sommes... alors, tout ce que je dis aujourd'hui, bien évidemment, nous devrons tenir compte des conditions sanitaires, mais on peut imaginer des choses tout à fait faisables sur site, puisque nous serons en extérieur. Voilà, donc première date à retenir, le 7 avril pour cette balade urbaine. Et puis, il y a une deuxième phase de concertation à partir de la rentrée, donc du mois de septembre 2021, avec ce démarrage de second temps de concertation, où on retrouvera de nouvelles salves, j'ai envie de dire, d'ateliers thématiques qui permettront petit à petit d'affiner les choses et notamment aussi de se nourrir de l'ensemble des remarques, commentaires et autres questionnements, que nous pourrons retrouver sur le registre dématérialisé notamment. Voilà. Et sur la dernière colonne que vous pouvez voir, voilà, donc on est un peu moins sur de la précision, bien évidemment, puisque nous sommes sur les 3 années à venir et que donc là, nous vous proposerons également un calendrier qui va s'affiner petit à petit. Sur la diapo suivante, merci Philippe. Alors, un petit focus sur ces ateliers thématiques et ces balades urbaines. Alors, il existe de manière un peu évidente, j'ai envie de dire, un certain nombre de thématiques dont nous ne pouvons pas faire l'économie et c'est bien normal. Alors, au travers de ces ateliers thématiques, alors, je pense, et vous les avez sous les yeux, notamment à ces grands équilibres socio-économiques, les mobilités, ça a déjà été évoqué notamment par Laurent, l'environnement, absolument évident et absolument nécessaire dans l'ensemble de ses composantes d'ailleurs, hein, en termes de biodiversité, de nature en ville, de gestion de l'eau, des espaces verts publics et bien évidemment des cœurs d'îlots même privés, voilà, au sein même des sites d'habitation. La nécessité, et c'est un principe, d'avoir un quartier durable, donc avec des énergies renouvelables, des performances énergétiques des bâtiments extrêmement positives, la place de la voiture qui devra bien évidemment nous questionner, et la qualité d'usage des logements avec une dimension probablement très novatrice autour de la modularité. Des démarches d'urbanisme transitoire aussi, j'en ai un petit peu parlé, notamment dans le cadre de la halle Renzo Piano et du parc sud, puisqu'il existe un grand espace vert au sud de la parcelle dite quartier des Savoirs, en tout cas ex-Thales, ex-Friche Thales, et effectivement, nous travaillerons sur cet aspect-là. Les balades urbaines maintenant. Les balades urbaines,
elles auront pour objectif de s'approprier ce lieu, puisque ce lieu, et j'imagine que tout le monde ici le situe très bien, mais finalement, probablement qu'assez peu de personnes ont eu l'occasion d'y pénétrer. Voilà, que ce soit dans les années de fonctionnement Thales ou depuis le départ de Thales. Et donc, je crois que c'est une excellente chose qu'on puisse s'approprier ce lieu en se rendant sur site, en travaillant autour de cartes de travail, par exemple, et de donner effectivement une visibilité et une projection sur ce lieu. Donc, elles auront tout à fait cette vocation-là, ces balades urbaines. Donc, il y a quelques questions sur la partie concertation. Donc, on va passer tout de suite, même si après, on aura d'autres réponses. Mais déjà, sur la partie concertation, il y a une question sur l'équilibre entre la vie des habitants et le projet déjà existant, en particulier celui de l'établissement public Paris-Saclay. Il y a une question sur la place des associations. Comment elles seront associées au projet. En particulier, il y avait un zoom sur les mobilités douces. Et puis, comment participer aux ateliers? Comment peut-on s'inscrire? Comment peut-on... Voilà, c'est, je crois, les choses que j'ai notées sur la partie concertation. Peut-être aussi quelque chose sur l'information des habitants de Voisins-Bretonneux, qui est la commune... juste à côté, et qui le quartier est complètement à côté de Voisins. Voilà. Alors, je vais peut-être répondre dans un premier temps. Alors, peut-être en vrac, et tu me diras si j'ai été complet ou pas, Olivier. Alors, sur les modalités de participation aux ateliers, vous aurez la possibilité, évidemment, de vous inscrire à ces ateliers, hein, un petit peu comme vous l'avez fait ce matin pour cette réunion publique, il n'y a pas de souci. Je fais une petite parenthèse sur nos voisins vicinois. Qui sont présents en nombre, je crois, ce matin. Et bien évidemment, ils sont tout à fait les bienvenus puisqu'ils sont directement concernés par l'aménagement de ce quartier. C'est avec un grand plaisir que nous aurons à travailler avec eux. Donc, ils sont tout à fait les bienvenus et je les encourage, bien évidemment, à s'inscrire à ces ateliers et à ces balades urbaines. Même si, dans le même temps, nous continuerons, et je continuerai à travailler avec Madame le maire de Voisins-Bretonneux, comme je travaille avec Laurent Mercart au sein de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Excuse-moi, rappelle-moi un petit peu les questions. Équilibre entre avis des habitants et projets déjà existants. Alors, sur le projet déjà existant, alors c'est compliqué de répondre à cette question alors qu'on n'a pas eu de présentation encore et que néanmoins, vous m'avez probablement déjà entendu sur un certain nombre d'éléments qui sont actés dans ce projet et un certain nombre d'impératifs qui ont été émis par la ville de Guyancourt notamment. J'y reviendrai tout à l'heure, donc il n'y a pas de souci. Ce qui signifie quoi? C'est que cette concertation, elle ne peut avoir lieu, je parlais de confiance tout à l'heure, que si le cadre en est très clairement défini. Ça veut dire que nous avons fait le choix de commencer cette concertation très tôt en amont du projet, mais, et je le dis depuis le démarrage, nous ne partons pas d'une page blanche. C'est-à-dire que des choses existent déjà en termes d'éléments actés ou d'impératifs émis, mais il reste beaucoup de travail. Et c'est en cela que cette concertation, elle est tout à fait impérative et absolument évidente. Ça veut dire qu'il n'y a pas de leurre dans cette affaire-là. Ça n'est pas une pseudo-concertation. Les gens vont pouvoir émettre leur avis. Nous allons pouvoir co-construire ensemble sur un certain nombre d'éléments de ce projet. Il n'y a pas de souci. Les associations, elles ont été informées de cette réunion et je crois qu'un certain nombre, d'ailleurs, de présidents d'associations sont d'ores et déjà parmi nous ce matin. Et elles le seront, bien évidemment, tout au long du processus. Il y aurait peut-être une dernière question sur la partie concertation en elle-même. C'est, alors là, c'est un peu limitrophe, c'est sur Satori, les résultats de la concertation sur Satori. Donc là, oui, alors effectivement, sur Satori, alors juste pour reprendre ce que disait Monsieur le maire, il y a des premières réflexions, il y a effectivement des impératifs qui ont été identifiés sur le projet de Guyancourt, et il y a une première esquisse, donc on ne part pas de zéro, néanmoins beaucoup peuvent être changés, évoluer sur le taux de diversité fonctionnelle, sur beaucoup de choses, y compris d'ailleurs sur la trame urbaine. Il y a des sujets qui sont
qui ne sont pas figés, sur lesquels justement on doit encore travailler, et votre apport est assez essentiel pour la définition du projet définitif. Pour Satori, le projet, alors lui a démarré un peu plus tôt puisque nous avons fait une concertation, je ne sais plus, il y a 2 ou 3 ans. Alors à l'époque, on avait le droit de faire des réunions publiques, donc il y avait une présentation avec des maquettes, etc., ce qu'on ne peut pas le faire aujourd'hui. Il y a eu, juste pour vous dire aussi que à la suite de cette concertation préalable, il y a eu un projet de création de ZAC, et il y a eu une enquête publique de nouveau, où de nouveau il y a un appel à l'émission des avis du public. Donc cette enquête publique a eu lieu il y a 2 ans. Et donc c'est suite à tout ça que le projet est en cours de lancement. Et il y aura encore une enquête publique d'ailleurs sur les enjeux environnementaux de compensation ou d'adaptation. Donc il y a différentes étapes. Et effectivement, ce qu'on souhaite, ce qui est ici très, très marqué, c'est de démarrer la concertation le plus possible et de la maintenir. C'est vraiment de la construction participative dans la durée, parce que vous savez que même un projet, quand il a été approuvé, il y a quand même toujours des évolutions potentielles. Donc l'idée, c'est de maintenir cette concertation le plus longtemps possible. Donc voilà, et donc sur Satori, le projet devrait pouvoir formellement démarrer après concertation, enquête publique cette année. Eh bien, on va passer au projet du quartier des savoirs en lui-même, alors. Merci. Pardon, je reprends un petit peu le fil, puisqu'effectivement, on avait des questions sur la ligne 18 et je vais essayer de les intégrer sur des questions de sécurité qui nous sont posées sur les ateliers thématiques. J'en vois également sur la halle piano, donc on va essayer de synthétiser tout cela. Le contexte d'abord, ça a été déjà évoqué, mais effectivement, le fait générateur, un fait générateur essentiel est cette ligne 18. Et pour rebondir sur la question pourquoi pas un TCSP, etc., il faut effectivement considérer que le Grand Paris Express est réellement, offre un réel bouleversement de la perception de l'espace-temps, disons, de tout ce territoire. Vous avez sur la diapo qui va être projetée les temps de parcours à terme. Et donc, imaginez les plus courts, ce sont Guyancourt jusqu'à Versailles-Chantier en 6 minutes. Mais c'est aussi de Guyancourt jusqu'au Sud-Plateau en 10 minutes. Donc, effectivement, habiter Saint-Quentin, travailler sur le plateau de Saclay ou inversement, tout cela va pouvoir être compatible avec des déplacements en transport en commun et plus nécessairement sur la RD 36 bien connue de tous les habitants. Donc l'enjeu, c'est évidemment de rendre les Guyancourtois et plus largement les Saint-Quentinois moins dépendants de la voiture dans leur déplacement quotidien. Et ça, c'est un transport en commun capacitaire, effectivement, qui est en capacité de le faire. Une ligne de métro automatique toutes les 3 à 4 minutes, où on ne se pose plus la question de savoir à quelle heure le bus va passer pour aller prendre le métro. Donc c'est effectivement un bouleversement qu'on a peut-être du mal à appréhender quand on est encore à presque 10 ans de sa réalisation, de son arrivée sur Guyancourt, puisque c'est un horizon 2030 effectivement pour Guyancourt. Mais c'est un élément majeur qui va conditionner et orienter tout le projet. Je le redis juste là, puisqu'effectivement, sur les ateliers thématiques, nous était posé la question des questions de sécurité autour des pôles gares. La concertation, elle est évolutive, et donc on peut tout à fait déjà accueillir un certain nombre de réflexions et d'échanges dans le cadre des premiers ateliers thématiques, pour ensuite préciser les choses, refaire des ateliers spécifiques. Je dis simplement aussi en point de mire que cette question est effectivement prise en compte dans les opérations d'aménagement, avec une étude spécifique dite de sécurité publique, dans laquelle notamment d'ailleurs les services de police sont également consultés. Donc c'est effectivement un aspect du projet qui sera pris en compte dans les études et qui peut bien entendu être concerté. Peut-être donc pour avancer donc sur le contexte, on parlait à l'instant de Satori. Donc effectivement, à une échelle un petit peu plus rapprochée de cette cohérence territoriale Paris-Saclay, la gare de Guyancourt, elle va être un petit peu à l'entrée du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc c'est un peu une porte d'entrée sur la métropole du Grand Paris et plus localement sur ce cluster en cours de constitution sur le territoire de Paris-Saclay, avec effectivement du coup des enjeux forts de connexion entre Guyancourt et tout le reste de l'agglomération,
sur les déplacements de gare à gare. Je pense aux gares de Montigny, de Trappes. Donc la ligne 18 va générer, avec notamment 50 ans en Yvelines, comme Laurent Mercat le rappelait, une réflexion d'importance sur l'évolution du réseau de transport en commun pour la connecter au territoire et la rendre le plus utile possible aux Guyancourtois et aux Saint-Quentinois. Mais également par son accès par les mobilités douces. Il y a notamment des réflexions actuellement sur les pistes cyclables dimensionnantes pour le territoire qui vont être amenées à se développer dans les années à venir. On peut peut-être avancer sur précisément maintenant le secteur qui nous occupe. Donc ce projet, il prend place donc sur Guyancourt et principalement sur cette ancienne friche Thalès, qui est effectivement aussi l'opportunité foncière. Quand on positionne les gares, il y a aussi des questions très pratiques qui se posent, qui sont où les mettre de façon la plus opérationnelle possible. Je fais un aparté, je commence à discuter, mais il y a un petit temps de latence sur les diapositives, mais elles sont passées, elles vont se projeter. Mais effectivement, elle met du temps à venir. Temps à venir, là. On est peut-être bloqué. Ah, cette fois. Je sais pas quoi faire. Ça ne vient pas. vous avez à l'écran, mais pas là-bas. C'est bloqué à l'écran. Il faut peut-être arrêter de partager et repartager. Ça peut permettre de les... Excusez-moi, j'ai procédé à une petite opération technique. Voilà, ce qui permet de voir, monsieur le directeur général, merci à vous. Et poursuivre, on espère que sur les 170 participants actuels, il y a un certain nombre qui connaissent bien le site. Là, voilà. Donc, on est effectivement à l'intersection, à l'interconnexion entre des entités qui sont aujourd'hui assez séparées les unes des autres et même hétérogènes dans leur nature, puisqu'on a le technocentre Renault, qu'on connaît bien, mais qui est donc le centre de R&D mondial de Renault avec 12 à 15 000 collaborateurs quotidiens. Et puis les quartiers avoisinants, donc le quartier de Villarroy, le quartier de l'Europe, qui est une nature encore différente, plus pavillonnaire, le quartier de la Bretonnière en dessous. Et donc tout cela séparé par les grandes infrastructures de la ville nouvelle. Donc on peut le voir peut-être sur la prochaine. L'arrivée du métro est effectivement disons, l'occasion de réinterroger un petit peu tout ce secteur et de bâtir un projet qui va reconnecter un petit peu tout cela, tous ces quartiers, autour de cette nouvelle polarité pour le territoire, qui est la gare de métro. Anne-Lise Auboin, qui me succédera dans la présentation, pourra y venir plus avant dans tout le diagnostic territorial qui a commencé à être mené et qui donne les premières orientations du projet. Avant cela, justement pour faire écho à ce qui a été dit sur le fait qu'effectivement on ne vient pas complètement de rien, on vient d'un site qui a une histoire relativement récente dans son urbanisation, mais une trentaine d'années, avec effectivement cette occupation de Thalès, qui est à peu près de l'arrivée du technocentre Renault et de la construction également du quartier de Villarroy, donc tout cela dans les années 90. Une activité qui n'a pas duré très longtemps, de Thalès sur le site, et qui nous laisse une friche effectivement depuis une quinzaine d'années maintenant, qui est aujourd'hui maîtrisée publiquement donc, par l'établissement public foncier, puis maintenant l'EPA, et des décisions qui ont déjà été prises de dépollution et puis de démolition partielle du site. On ne peut pas, vu les temps de réalisation de toutes ces opérations, attendre la finalisation de projet pour décider de démolir telle ou telle partie des bâtiments. Néanmoins, nous avons initié cette réflexion en concertation d'ailleurs avec l'architecte Renzo Piano, qui donc avait construit pour Thalès, et décidé de donner sa chance, on va dire, à une partie du bâtiment
il y avait plus de 40 000 m² bâtis sur l'implantation de Thales, et nous en conservons, je sais qui avait passé, environ 7 500 m², très en lien effectivement avec ce grand espace paysager au sud qui donne une adresse et une qualité à ce bâtiment, et commencer à la fois à donner de premières orientations d'aménagement pour le reste du site, mais également permettre d'initier des réflexions sur une utilisation la plus rapide possible, un petit peu en amont d'aménagements plus pérennes. Je voyais qu'on avait des questions là-dessus, hein, sur l'utilisation du bâtiment ex-Thales, donc ce qu'on appelle aujourd'hui cette Alpiano, peut-être en attente d'autres dénominations. Donc il y a effectivement un certain nombre de réflexions, même d'acteurs économiques qui ont pu venir visiter la halle. Aujourd'hui, rien n'est arrêté. L'idée est effectivement d'avoir un lieu qui commence à être un lieu de destination, à la fois peut-être autour des thématiques de développement économique, mais aussi d'équipement culturel, d'activités sportives éventuellement. Tout cela est sur la table et sera sur la table dans le cadre des ateliers de concertation que nous allons mener. Rapidement sur où nous en sommes en termes d'études et d'historique de ces études et de procédures pour arriver à aujourd'hui, à l'ouverture de cette concertation. Et parce que vous avez sans doute les uns et les autres pu voir passer des choses même au fil des années, entre les premières études urbaines, de trafic, également le contrat de développement territorial, qui est peut-être... ah ben voilà qui était une étape importante d'insertion de toute cette partie yvelinoise de l'opération internationale dans la réflexion Paris-Saclay. On le voit, hein, donc, sur ces différentes années, qui ont permis de donner les premières orientations aussi programmatiques, de se dire qu'est-ce qu'on va construire au pied de cette gare, des logements, un petit peu lesquels, le développement économique également. Et puis, pour donner réellement de premières orientations qui soient un petit peu ancrées dans le territoire et plus localement, mais aussi accompagner notamment la Société du Grand Paris qui travaillait déjà depuis un certain nombre d'années sur le projet de gare. Eh bien, nous avons mené une consultation sous forme de dialogue compétitif, c'est la diapositive suivante, pour interroger un ensemble d'équipes d'urbanistes sur le devenir de ce site et ensuite nous faire accompagner sur les années à venir dans la conception de ce projet. On va y venir donc avec Anne-Lise Auboin qui est présente, puisque l'équipe indiquée Auboin avait été lauréate de cette consultation qui donnait effectivement de premières grandes orientations, notamment en matière d'articulation, je dirais, viaire, territoriale entre les différentes entités que je décrivais précédemment, et puis également en matière de programme et de volume de construction qui serait réalisé. Sur ces bases, deux choses. Nous avons pris l'initiative de ce qu'on appelle une zone d'aménagement concerté, et donc la concertation préalable qui est ouverte aujourd'hui intervient aussi dans ce cadre réglementaire de la réalisation de cette zone d'aménagement concerté. Et le vote sur la suivante. Donc, dans le cadre de cette prise d'initiative, c'est également un premier jalon pour donner le cadre de ce que va être cette concertation, ce qui est défini parce que résultant effectivement de cette réflexion de la puissance publique de façon large, on le voyait, le compétitif a associé l'ensemble des acteurs qui ont été cités précédemment par Philippe Vandemal. Pardon. Et je ne sais plus ce que j'étais, pardon. Et également, donc cette prise d'initiative de ZAC nous permet de nous projeter sur l'ensemble des études urbaines et techniques qui vont être réalisées dans les 2 à 3 années qui viennent, effectivement. Je vais passer la parole à Anne-Lise Auboin et peut-être me projeter déjà aussi vers l'intervention de François Morton, qui rappellera sur ces bases ce que sont un petit peu les impératifs, ce qui découle de ces premières orientations,
ce qui est décidé, disons, et puis ce qui est par contre très ouvert à la discussion et à la concertation à partir d'aujourd'hui. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, bon, enchantée, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. À l'atelier Marniquet-Auboin, nous sommes architectes urbanistes, c'est-à-dire que nous accompagnons les villes et les collectivités pour penser le développement de leur territoire et nous accompagnons jusqu'à la réalisation des projets sur le temps long que ça prend et sur le temps de maturation et d'évolution. C'est moi qui prends la parole aujourd'hui, mais je représente un groupement qui a été rapidement présenté précédemment, qui possède de multiples compétences pour justement apporter un regard précis, technique, sur différentes thématiques pour alimenter les projets. Donc on a dans l'équipe des paysagistes, des spécialistes du développement durable, des enjeux environnementaux, faune-flore, des spécialistes des mobilités, trafic, transit, des programmistes, des gens qui regardent les sujets hydrauliques et comment on fait la gestion de l'eau sur un territoire et comment on n'affecte pas justement la gestion. Voilà, tout un tas de compétences qui seront mobilisées au fur et à mesure pour vérifier et apporter des précisions sur ce qui est possible, pas possible, j'entends techniquement, pas en termes d'ambition, pour justement permettre le déploiement des ambitions de projet. Juste, je reviens parce qu'évidemment, vous connaissez beaucoup mieux les territoires que vous, mais nous, on pratique quand même, quand on commence un projet, on pratique par la marche à pied la découverte des territoires. Un projet urbain naît fatalement de son territoire et celui de Guyancourt et de la ville de Saint-Quentin en Yvelines, de la collectivité de Saint-Quentin en Yvelines, est particulier puisqu'il s'agit d'une ville récente qui a été planifiée et bâtie en 50 ans. À peu près. Et c'est important à relever puisque c'est une ville qui a été bâtie sur un contexte agricole et du coup qui possède les caractéristiques de la ville nouvelle, c'est-à-dire des quartiers qui ont été conçus de manière homogène, d'un bloc, qui ont des identités assez différentes les uns des autres, mais très homogènes en leur sein, qui portent aussi les architectures de leur époque, que ce soit en termes de logement, mais aussi pour les entreprises qui s'y sont implantées, qu'on fait appel à des grands architectes. On parlait de Renzo Piano, mais il y en a aussi eu beaucoup sur le Technocentre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que chacun de ces quartiers est organisé avec tous ses services en interne, les écoles, les commerces, la place publique, ses jardins. Et donc, on est vraiment dans le sujet de la ville des proximités où au sein du quartier, tout peut se faire à pied pratiquement. Je veux bien qu'on passe à la suivante, s'il vous plaît. Ceci étant, c'est aussi un des composants de la ville nouvelle, c'est des infrastructures de déplacement très performantes pour les véhicules, pour les particuliers, pour les transports en commun, et qui génèrent des infrastructures routières qui traversent et qui mettent à distance les quartiers existants. C'est-à-dire que pour passer d'un quartier à l'autre, il faut souvent prendre sa voiture, puisque l'avenue de l'Europe ou la RD 91 ne sont pas si évidentes à traverser pour les piétons et en mode doux. Et donc, ça génère un espèce d'éloignement symbolique aussi de mise à distance des quartiers les uns avec les autres. Et puis, un autre ingrédient essentiel de cet aménagement de la ville, c'est une très grande part qui a été donnée aux espaces publics et paysagers. C'est une grande générosité dans les emprises et puis une très grande diversité dans les paysages qui sont accessibles à proximité de chez soi, puisqu'il y en a autant des aménagements de jardins dessinés, horticoles, de bassins, qu'une grande ouverture sur les paysages plus ouverts du plateau de Saclay ou plus naturels de la vallée de la Bièvre. Et donc, on est dans une
une accessibilité très forte au territoire quand on habite à Guyancourt, au territoire naturel, au paysage ouvert et aussi aux aménités de quartier qui y sont présentes. Je veux bien qu'on passe à la suivante, s'il vous plaît. Du coup, on a une opportunité par rapport à ce que je viens de décrire sur la manière dont s'est constituée cette ville. On a une opportunité sur le quartier des Savoirs, c'est qu'on ne part pas de rien. Contrairement à ce qui a pu être fait sur les précédents développements de quartiers dans la ville. On part d'un site qui a été construit au début des années 90, qui pour le coup était complètement au milieu des champs. Il a été construit avant les quartiers Villaroy, avant le Technocentre, avant le quartier de l'Europe, et a été progressivement rattrapé par la ville. Donc on n'est pas en train de parler d'un sujet de faire la ville en extension urbaine, mais vraiment de la reconquête d'une friche industrielle qui est aujourd'hui au sein de la ville. Et c'est pas n'importe quelle friche, parce qu'elle a, à nos yeux en tout cas, et je pense que ça a été largement partagé, de grande qualité architecturale. Ça a été dit, c'est un bâtiment qui a été construit par Renzo Piano. Je pense que tout le monde connaît, mais voilà, c'est l'architecte qui a construit Beaubourg à Paris. Et qui d'ailleurs reprend un peu ce registre-là dans le bâtiment, c'est-à-dire que c'est un architecte qui ne fait pas de mots des natures, qui travaille vraiment sur la structure des bâtiments, c'est la structure qui fait l'esthétisme. Et donc on a un bâtiment qui a des très beaux volumes, qui avait une destination industrielle, certes, mais qui reprend le code couleur des projets de Renzo Piano. La structure est rouge, la ventilation, on les voit en bleu, les gaines de chauffage, c'est en vert. Et donc, finalement, c'est le registre technique qui produit l'architecture et qui produit aujourd'hui un espace assez ouvert, assez flexible, dont il a été dit collégialement qu'on avait quand même un enjeu à essayer de le faire vivre. En tout cas, il est immédiatement disponible pour être investi. Et l'autre chose importante, c'est que cette usine, elle a été construite par Renzo Piano, mais dans le même temps, le terrain a été aménagé et paysagé par le paysagiste Michel Desvignes, qui avait conçu tout un dispositif de merlons boisés autour du site, ce qui fait qu'il est très peu perceptible aujourd'hui depuis la ville, depuis la rue Guinemer ou depuis l'avenue de l'Europe ou la RD 91. On ne perçoit pas ce qui se passe à l'intérieur, et c'était voulu à l'époque de créer un écrin vert autour du bâtiment, une intimité. Et au sud de l'Halle que vous voyez dans l'image, il y a aujourd'hui un paysage qui a été planté il y a 30 ans, qui a poussé, qui a pris beaucoup, qui s'est bien développé. Il y a un alignement de saules argentés le long du bâtiment qui fait à peu près 30 mètres de haut, très très structurant. Donc on a un paysage existant sur lequel s'est développée une faune, une flore très qualitative avec des bassins. Et donc il a été évidemment à ce stade envisagé de ne pas faire la table rase de ce qui préexiste, mais de s'appuyer sur ces qualités-là pour développer le projet. Et je veux bien qu'on passe à la suivante, s'il vous plaît. Donc, comme vous l'a dit Monsieur le maire, il a été à ce stade posé des invariants du projet que je vais vous présenter, qui sont les grandes lignes d'accroche du projet qui reste à inventer par ailleurs à une échelle beaucoup plus fine. Le premier invariant du projet, c'est le dévoiement de la RD 91. Alors, ça a été présenté par Antoine Prenant dans les diapositives précédentes. C'est une étude qui est bien précédente à notre intervention, mais qui permet de dire que le dévoiement de la 91, c'est-à-dire que le tracé sud reprend le sud de l'avenue de l'Europe pour venir se connecter à la D36 et déclasse toute la partie de l'infrastructure départementale située entre l'avenue de l'Europe et ce que vous voyez toute la fin au sud-ouest de l'infrastructure. Ce dévoiement de la RD 91 nous semble avoir une grande vertu. C'est que c'est un peu rapide là, j'ai pas fini.
Mais c'est pas grave. Pardon. C'est en rapprochant l'infrastructure du technocentre, on dégage une épaisseur une épaisseur de la ville qui permet d'installer des vraies continuités depuis le quartier Villarroy, Europe, jusqu'à la Halle, et d'installer des continuités urbaines justement pour répondre à l'enjeu de passer d'un quartier à l'autre sans franchir des infrastructures trop routières, mais vraiment en restant dans des ambiances urbaines. Le deuxième invariant du projet, c'est la localisation de la gare Guyancourt-Saint-Quentin, qui a été étudiée et positionnée par la SGP, mais en regardant aussi les impacts en termes de projet. Et donc la gare Guyancourt-Saint-Quentin s'implantera, à proximité immédiate de l'actuel giratoire Villarroy, qui lui devra être repris pour être aménagé de manière plus urbaine, avec une adresse principale sur côté ville, qui permet de s'adresser également, et une adresse secondaire côté technocentre, puisqu'il y a un enjeu à se dire que l'arrivée de ce métro peut s'adresser globalement à l'ensemble des habitants, mais aussi des salariés du technocentre. Si on passe à la prochaine, s'il vous plaît. Voilà. Et donc, j'en ai déjà parlé précédemment, mais le dernier invariant de projet, c'était vraiment de valoriser le patrimoine industriel et le patrimoine végétal présent sur le site, avec le maintien de la halle, en tout cas la partie sud qui a été concertée avec Renzo Piano, le maintien de la tour de visée, la boule qu'on voit le long de l'avenue de l'Europe, et le maintien et la valorisation des espaces paysagers que vous voyez colorés, qui reprennent les bassins, les merlons, un petit bois existant qui ont été préservés. Je fais juste une parenthèse parce que je sais que c'est une question qui a été posée. C'est pas grave. Mais le reste du site a dû être complètement, a été en tout cas défriché pour répondre aux enjeux de dépollution. Et donc, ce sont les travaux qui sont en cours sur le site. Et donc, ce qui a été préservé l'a été fait en coordination. Et voilà, il y a eu un vrai choix de dire cette partie-là est sanctuarisée et sera ouverte potentiellement assez rapidement. On a la possibilité d'ouvrir rapidement un nouveau parc de 5 hectares sur le territoire si on l'aménage, y compris sommairement, on le sécurise, on ouvre, on fait des chemins, mais en fait on a un parc qui est déjà présent, qui fait à peu près 5 hectares, c'est pas rien, et du coup je veux bien qu'on passe à la suivante, s'il vous plaît. Voilà, je vous remercie. Et du coup, à partir de ces invariants, nous avons proposé une première représentation des orientations de projet qui reprennent 3 axes majeurs. Ce que j'ai commencé à vous dire, qui est d'installer des continuités urbaines. Vous voyez le schéma en rouge à droite, c'est-à-dire en éloignant, en s'écartant un peu de l'infrastructure de déplacement sur laquelle va être rabattue la majorité des flux de transit, on peut installer une épaisseur urbaine qui permet de faire un lien de continuité très naturelle, piéton, mode doux, depuis le quartier Villarroy, le parc des Gogottes, jusqu'à la gare et jusqu'à plus au sud la halle Piano. L'autre sujet important qui nous tient à cœur, c'est d'imaginer que ce parc dont je vous parlais au sud de la halle de 5 hectares, c'est la mise en place, la révélation d'un maillon dans l'ensemble de la lisière qui en intégrant les technocentres dans la vue qu'on peut avoir de la ville, installe la lisière entre la zone urbaine et le plateau agricole. Et donc, c'est l'occasion de se dire qu'on peut installer des enjeux de continuité écologique et paysagère,
mais aussi des enjeux d'accessibilité, de parcours, d'équipement sportif, de mettre en lien l'ensemble de ces espaces pour développer de nouveaux usages et qui rassemblent aussi, qui s'adressent à différents quartiers. Et le dernier grand enjeu, c'est ce qu'on a appelé le petit C, la gare, une centralité partagée, c'est-à-dire la gare, c'est un équipement qui ne s'adresse pas au quartier, qui s'adresse à la commune, mais plus largement aussi à l'agglomération. Et en l'occurrence, c'est une centralité qui n'est pas à l'échelle du futur quartier, mais c'est une polarité, plus qu'une centralité d'ailleurs, mais qui permet de rassembler aussi et de faire se croiser autant les habitants présents, les futurs habitants du quartier des Savoirs, les gens qui vont travailler au technocentre, et donc de partager un espace. Et donc, il faudra concevoir cet espace particulier sur le territoire, puisqu'il s'adresse à un grand nombre, une grande diversité, en tout cas, d'utilisateurs. Voilà, je viens d'évoquer les grands enjeux qui sont quelque part presque plus à l'échelle de la commune que du quartier même du savoir qui sera développé sur le site Thalès, hein. Mais il y a aussi tout un tas d'enjeux à l'échelle du quartier même qui doivent être développés et j'espère très fortement en lien avec la concertation. À ce stade, nous, on a amorcé des réflexions sur plusieurs thématiques, mais qui méritent complètement d'être ouvertes, débattues, amendées, confrontées, opposées. Et ces thématiques, voilà, si je veux les livrer en vrac, c'est voilà, comment est-ce que ce quartier pourrait être à l'image des autres quartiers du territoire. Il a sa centralité propre qui n'est pas spécialement celle de la gare, mais qui est le lieu d'identification, de rassemblement de ses habitants. Est-ce qu'on développe une identité axée sur le lien ville-nature ? On a évoqué l'idée de faire un quartier apaisé, mais du coup, est-ce qu'on limite la place des voitures et du trafic en favorisant les modes doux? Quelle autre mobilité on peut mettre en place à l'intérieur du quartier? Quelle place on leur laisse à ces nouvelles mobilités? Comment on peut faire un quartier partagé, c'est-à-dire un quartier où on habite, où on travaille, où on a des services, des équipements, des commerces? Et aussi, comment on organise ça avec ces deux polarités d'attraction qui peuvent être un peu rayonnantes, qui vont être la gare et, on l'espère, la halle Plano, puisque l'enjeu de la halle, c'est de se dire que dans un premier temps, en tout cas, on peut l'ouvrir et sa programmation reste à envisager, mais en tout cas, c'est un bâtiment dont on aurait tort de se priver à court terme pour faire vivre et s'approprier et tester des choses. Et on a dans le temps long du projet urbain la place de tester des choses avec le parc et la halle qui sont déjà présents, qui est assez agréable et qui est assez peu fréquent de se dire que l'échéance de la gare étant ce qu'elle est, d'ici là, on peut vraiment définir une programmation qui sera celle qui sera nécessaire et souhaitée par l'Aiguillon-Courtois, en prenant le temps de tester et de se tromper éventuellement. Voilà, j'espère que d'autres thématiques émergeront de la concertation et je vais laisser la parole à Monsieur Morton. Je propose que tu interviennes et on prendra toutes les questions parce qu'il y en a énormément et ça va un peu pour tout le monde. Donc, à la limite, donne la partie impérative et puis comme ça répondra aussi à une partie des questions. À ta disposition, il n'y a pas de souci. Alors, effectivement, je souhaitais faire un petit point sur ce que j'ai appelé déjà tout à l'heure et dès le début du mois de janvier sur les impératifs des habitants de la ville de Guyancourt. Alors, je ne sais pas, Philippe, si vous avez déclenché la première slide. Ça doit être la deuxième, alors, pardon. Merci. Effectivement, alors, ces impératifs, on les a un petit peu classés en 6 grands impératifs. Donc, vous les avez sous les yeux, mais je vais plutôt les commenter. Alors, ce premier impératif, et j'ai très envie de le lier avec le troisième, en termes de continuité urbaine,
puisque ce nouveau quartier, le quartier des Savoirs, il devra être un quartier raccordé au reste de la ville. Ce n'est pas un quartier à part. Voilà, c'est vraiment l'idée à retenir. Et donc ça passe, et Annelise Auboin l'a évoqué effectivement, et Antoine aussi avant elle, ça passe par le dévoiement de la RD 91, avec un principe donné, un impératif qui est que il n'y aura pas de logement à l'est de la RD 91. Voilà. Je l'ai dit un certain nombre de fois et je le répéterai autant que nécessaire. Sur le deuxième impératif, la gare en tant que bâtiment exemplaire. Le positionnement, on l'a déjà évoqué, ça y est, il est acté. La qualité, et nous y tenons, des interconnexions avec l'ensemble des transports en commun déjà existants, bien entendu. Voilà, et d'où le travail absolument impératif à faire autour de la plateforme multimodale notamment. Et donc nous devons promouvoir cette intermodalité et nous le ferons bien évidemment. Sur le quatrième, le respect de cette identité de Guyancourt et de ses équilibres. Alors peut-être qu'en donnant quelques explications, je vais aussi, je ne sais pas, répondre à quelques questionnements. Mais en tout cas, il est absolument impératif. Cette mixité sociale que nous souhaitons et que nous revendiquons depuis très longtemps, notamment autour de la répartition en termes de logement, autour du locatif social, de l'accession sociale, de l'accession libre. Ça, c'est impératif et c'est acté. Cette clé de répartition, elle existe déjà. Voilà, elle a été actée avec Saint-Quentin-en-Yvelines, avec la région Île-de-France, et donc il n'y a pas de raison qu'on y déroge, et je la précise d'ores et déjà, puisque nous serons à 50% des logements d'accession libre, 25% d'accession sociale et 25% en locatif social. Une mixité programmatique, bien évidemment, fonctionnelle, entre habitat, commerce, entreprise, services publics. Il ne s'agit pas que des habitants arrivent alors qu'il n'y a pas de service public ou de commerce. Ça serait parfaitement aberrant. Et donc, nous devons articuler ce calendrier autour de la nécessité d'avoir l'ensemble de ces éléments. La préservation du patrimoine existant. On a parlé de la halle. Bon, je pense que tout le monde l'a entendu. Il ne s'agit pas, et notamment lorsqu'on parle d'urbanisme transitoire, de se dire que cette halle, elle a une durée de vie programmée. Ça n'est pas le cas. L'idée de la ville de Guyancourt, c'est bien de conserver cette halle piano au-delà de l'aboutissement du projet et de l'arrivée du métro. Vous l'avez dit, Madame Auboin, la valorisation du parc sud et de ce plan d'eau déjà existant. Oui, bien évidemment, nous allons conserver ces équilibres autour notamment des espaces verts. Je rappelle que la ville de Guyancourt s'est engagée et va s'engager encore plus en avant autour du pacte pour la transition. Et donc nous travaillons énormément autour de la préservation, voire de la création d'un certain nombre d'espaces verts, et ce qui englobe également tous les questionnements autour des mobilités douces, et je pense qu'il y en a un certain nombre, Olivier, mais tu me le préciseras. Et c'est avec une certaine cohérence que je parlerai en 6e point de ce quartier durable, adaptable et pour tous. L'objectif, l'un des objectifs annoncés dès le départ, c'est un quartier à énergie positive. Nous aurons donc à réfléchir effectivement à la place, notamment des énergies renouvelables. Et puis, l'adaptabilité, la modularité, notamment face aux changements économiques, sociaux, mais évidemment aussi environnementaux et climatiques. On peut avancer, Philippe, si vous voulez bien. Et la suivante. Quelques pistes de dialogue pour la co-construction du projet, et notamment autour de la modalité atelier thématique. Alors, ce quartier durable, je l'ai évoqué, les performances énergétiques des bâtiments, avec quelles solutions. Donc tout cela sera discuté, bien évidemment. On se demandait tout à l'heure comment tenir compte de l'avis des personnes engagées dans cette concertation. Voilà, vous avez un certain nombre d'éléments qui sont jetés sur le papier et qui sont des pistes de discussion au travers de ces ateliers thématiques.
Les gabarits pour les constructions, je crois qu'il y avait une question autour de la hauteur des bâtiments, par exemple. Vous voyez que tout cela est prévu. La place des énergies renouvelables. L'environnement important, primordial devrais-je dire. Comment faire entrer la nature en ville, même si elle existe déjà, on l'a déjà vu autour de ce projet. Les usages des espaces verts, la biodiversité, la gestion des eaux pluviales notamment, les aires de jeu, les aires de balade, les enjeux environnementaux. Encore une fois, je le répète parce que c'est important, c'est que nous sommes engagés très fortement dans ce pacte pour la transition et nous allons encore renforcer cet engagement très prochainement. Les équilibres socio-économiques, les liens entre le quartier et l'ensemble de ses environs, les autres quartiers bien évidemment, et puis le tissu économique. Cette notion, Laurent en a parlé tout à l'heure lors de ses mots de présentation, avec le développement économique de Saint-Quentin-en-Yvelines et donc de Guyancourt. Les logements, la problématique du logement, on le sait, est une problématique complexe et éminemment importante à Guyancourt depuis très longtemps, mais pas simplement à Guyancourt évidemment, mais j'en ai déjà dit un mot. Les modes de circulation, tout. Je crois que là aussi, il y a des questions sur la place de la voiture, la place du vélo. Et lorsque l'on pose la question, et je crois que la question a été posée, y aura-t-il suffisamment de parking à vélo, par exemple, sur un quartier comme celui-là? Oui, j'ai envie de dire qu'on est tout au bout de la concertation, puisqu'il aura fallu bien évidemment définir quelle sera, et cette place du vélo, elle sera bien évidemment importante dans ce nouveau quartier. Et donc la place de la voiture, le stationnement évidemment, mais cette question du stationnement, elle vient bien évidemment après une réflexion fine et importante autour de la place de la voiture. Voilà, je m'arrête là, Olivier. Eh bien, en fait, la difficulté, donc je propose qu'on prenne un petit, peut-être 10 minutes, un quart d'heure de questions et réponses surtout. Après, la difficulté, c'est que comme on le montre sur ce slide-là, il y a encore beaucoup de points d'interrogation. Et donc, il y a des gens qui posent des questions, mais qui sont l'objet même des ateliers, des visites, de la co-construction pour certaines parties qui sont à venir. Donc, je ne sais pas si toutes les réponses pourront être données aujourd'hui. Dans tous les cas, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup même de débats sur la conversation. Mais en gros, on peut retenir peut-être quatre thèmes. Donc, un thème autour transport, mobilité. Tu viens de le dire à l'instant, mais c'est vraiment quelque chose qui ressort. Un thème autour des logements et quel type d'urbanisation. Un thème sur l'environnement, le paysage. Et puis, un dernier thème sur plus le projet urbain, on va dire, si on peut regrouper comme ça, les différents thèmes. Donc, je vais essayer de redire. Il y a peut-être des choses qui ont un peu déjà été évoquées comme piste de concertation. Donc, il y a beaucoup de questions autour des transports. C'est peut-être le thème qui revient le plus. Sur la D91, donc on a vu sur le dévoiement de la D91, mais aussi sur l'avenue de l'Europe, sur comment tout ça est relié, comment le quartier, donc là il y a peut-être quelques mots à redire quand même. Il y a aussi tout le trafic venant de la vallée de Chevreuse, et en particulier on sait qu'à Voisin, il y a quand même des soucis de circulation, donc comment tout ça s'intègre. Et j'ajouterai dans cette problématique générale le lien avec les autres quartiers. Voilà, donc ça c'est des questions qui reviennent quand même assez souvent. Donc je ne sais pas si on peut dire deux mots quand même là-dessus. Alors là, je vous laisse choisir. Tramviaire, on y va, on parle un peu de Tramviaire. J'y vais, je commence et je vous donne la parole, parce que je ne suis pas technicien pour être tout à fait franc avec vous, mais par contre je peux rappeler un certain nombre de principes concernant ce quartier. Alors là on parle effectivement encore une fois, ce terme de tramviaire, hein, je ne sais pas comment on le définit quand on est technicien, Antoine, mais en tout cas on peut parler de l'ensemble des voiries qui vont desservir, et notamment la gare, mais aussi le quartier. C'est un travail fin d'analyse, d'abord, d'analyse de flux de véhicules, bien évidemment, avec un certain nombre de projections aussi sur des horizons 2030, 2035, etc. Ce travail, il est bien évidemment fait à l'heure actuelle. Quand je dis qu'il est fait, c'est qu'il n'est pas totalement terminé.
mais il va se poursuivre encore pendant un certain temps pour affiner de plus en plus l'effet de l'arrivée d'un tel quartier, de certaines modifications, pas simplement sur Guyancourt, mais en amont ou en aval du projet, pour voir quels en seront, encore une fois, les effets. Ce que l'on peut dire d'ores et déjà, c'est qu'il est hors de question d'isoler un quartier comme celui-là. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, l'actuelle RD 91, telle qu'elle existe, elle crée une barrière non naturelle, puisque c'est une route, mais en tout cas qui isole le quartier des autres quartiers de la ville de Guyancourt, tels que le quartier de l'Europe ou de Villarroy. Donc à un moment donné, il faut faire quelque chose pour ne pas rester en état. L'une des hypothèses très fortes, parce qu'elle est concomitante d'un certain nombre de résultats d'analyse de flux, fait qu'on aurait tout à gagner, tout le monde, je dis bien tout le monde, et je pense notamment à nos voisins de bretonneux qui, et c'est bien naturel, se posent un certain nombre de questions. Mais ça va bien au-delà de voisins de bretonneux, puisque comme l'a dit Olivier, on peut remonter encore beaucoup plus loin, notamment dans la vallée de Chevreux. Bon, donc ça devrait, et il faut que nous fassions en sorte, tous ensemble, que l'ensemble des aménagements en termes de tramviaires fassent que ça arrange tout le monde. Voilà, les uns ne doivent pas en tirer un bénéfice aux dépens des autres. Voilà, ça c'est le principe que j'aimais et que j'ai transmis déjà depuis le départ à Madame le maire de voisins de bretonneux notamment. Voilà, je m'arrête là sur le principe. Oui, mais je complète très rapidement. D'abord, pour effectivement redire que c'est une première réunion où on ouvre un ensemble de thématiques et un atelier spécifique mobilité va se tenir, où on rentrera en effet dans ce détail-là, puisque c'est de fait assez complexe. Il y a à faire rentrer l'ensemble des participants à la concertation dans des thématiques effectivement techniques qu'on pourra exposer et partager plus avant. Simplement pour recompléter, oui, les grandes orientations de maillage vert, disons magistral par rapport à la RD 80 sont plutôt arrêtées. Par contre, ce qu'on appelle, disons plutôt le maillage vert secondaire, la relation entre les différents quartiers, les dimensionnements des voies, etc., évidemment, est loin d'être défini et en tout cas d'être arrêté. Et d'ailleurs, c'est en lien avec les autres questions que vous évoquiez, M. Faraja, qui sont posées sur ces relations entre les quartiers. J'ai vu effectivement des questions, puisque tout est lié, est-ce qu'on n'a pas des tampons d'espace vert entre les différents quartiers, où est-ce qu'ils se situent, etc. Donc ce sont des sujets qui sont effectivement ouverts pour la suite, et on pense notamment aux relations un peu plus précises entre le quartier de l'Europe et le nouveau quartier. On a vu qu'il y a déjà des premières orientations, et peut-être effectivement un jardin public à cet endroit-là, mais les natures des voies, etc., tout ça, ce sont des sujets sur lesquels on doit rentrer dans le détail pour les mois qui viennent. J'anticipe du coup un peu sur les questions justement techniques que j'exposerai par la suite. D'un point de vue études urbaines, études techniques, la zone d'aménagement concerté, c'est encore une fois un travail lourd avec ce qu'on appelle une étude d'impact, et donc ces sujets-là vont encore effectivement faire l'objet d'assez nombreuses études qui seront portées à la concertation dans le cadre qu'on décrit aujourd'hui, mais aussi dans les cadres plus réglementaires, d'enquête publique, etc., qui vont être amenés à intervenir dans les mois qui viennent. Il y avait peut-être, mais c'est peut-être pour Madame Gouin, la place de la voiture dans le quartier, qui est aussi une question qui est revenue plusieurs fois. Donc là aussi, c'est peut-être pas tranché, mais si on peut en dire un mot. Ouais, je ne sais pas, je me trompe peut-être sur le... C'est en tout cas effectivement encore une fois aussi un sujet, c'est très lié à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que les questions sont où passent les grands flux de transit, où sont plus localisés les flux plus locaux. Je pense qu'il y a une volonté partagée d'avoir un quartier à dominante piétonne et apaisé. Alors après, comment ça se décline précisément, on connaît un peu justement les déclinaisons de la zone 30, la zone partagée, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont devant nous. Également liées aux questions de stationnement. Et je voyais d'ailleurs, est-ce que les stationnements sont souterrains, où est-ce qu'ils se situeront? Ce sont des réflexions que l'on va ouvrir, puisque
les pratiques et les habitudes ne sont pas les mêmes lorsqu'on a effectivement son véhicule en dessous de son logement à 2 niveaux d'ascenseur en dessous, ou quand on est dans un parking mutualisé à 100 mètres de chez soi ou 200, qui fait peut-être moins sa voiture pour un oui et pour un non. Donc, toutes ces réflexions-là sont sur la table et vont intervenir dans les mois qui viennent, avec une orientation, je le redis, quand même partagée. Ça va presque de soi aujourd'hui, mais effectivement, un quartier de demain, même d'aujourd'hui, c'est une place aux piétons, une place forte au vélo et effectivement l'usage de la voiture limité, même si l'idée, c'est pas d'empêcher les gens de sortir de chez eux, bien entendu. Et il y a une histoire 50 ans, ce qui est quand même lié aux grandes infrastructures à travers la ville qui ont leur efficacité. Donc c'est un petit peu cette alchimie-là qu'il faut qu'on trouve sur ce projet. Annelise, si tu voulais compléter, je ne sais pas. Non, mais je partage ce qui est important dans la question des mobilités, de comment on va jusqu'à chez soi, comment on en repart et quel parcours on doit faire. Ce qui est important à retenir, c'est que rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Et ce qui est important de définir ensemble dans le cadre de la concertation, c'est quel degré on souhaite collectivement mettre en niveau d'ambition dans le projet. Et quand on parle de quartier apaisé, c'est toujours forcément des quartiers où on peut circuler, parce qu'on a toujours besoin de déménager, on a toujours besoin d'accéder chez soi, on a toujours besoin de son véhicule, on a toujours besoin d'avoir des livreurs ou des ambulances qui passent. Mais il y a plein de manières de mettre ça en forme qui ne sont pas du tout statuées à ce stade, puisque justement l'enjeu, c'est de définir collégialement ce niveau d'ambition en lien avec tous les autres. C'est forcément la gestion du stationnement, c'est quelque chose qui est très déterminant dans les formes urbaines qu'on développe derrière. Donc, ce qui serait intéressant de voir, c'est comment on met en lien les niveaux d'ambition sur un sujet et l'impact sur une autre thématique. C'est ça qu'on doit construire et affiner pour ne pas être juste dans des discours qui seraient trop un peu binaires, en fait, sur quartier apaisé, quartier circulé. Voilà, il y a plein de gradients à installer. Oui, pour compléter mon propos de tout à l'heure, et puis pour l'illustrer tout simplement, puisque je m'adresse essentiellement à des habitants de la ville de Guyancourt, mais pas exclusivement, vous le savez, vous habitez la ville, vous la connaissez, vous habitez votre quartier, et vous y êtes pour certains d'entre vous depuis bien longtemps, et manifestement vous souhaitez y rester. Et donc votre usage de la ville vous conforte tous les jours dans l'idée que dans votre quartier, vous y êtes bien parce qu'il y a des espaces verts, parce que vous pouvez y sortir vous balader, parce que l'école n'est jamais bien loin, parce que les commerces de proximité sont également à quelques encablures de votre domicile. Donc l'idée générale, bien évidemment, c'est de conserver l'ensemble de ces équilibres dans le nouveau quartier, parce qu'il ne s'agit pas de dénaturer l'ensemble de ces atouts qui existent et que vous connaissez parfaitement. Alors, je vois l'heure qui tourne, donc on passe maintenant au thème plutôt logement. Alors, il y a énormément de questions sur quel type de construction. Quelle hauteur? Est-ce qu'il y aura des tours? Est-ce qu'il y aura des maisons individuelles? Est-ce qu'il y aura des maisons pour les ménages à faible revenu? Quelle offre de logement, même si tu as déjà un peu répondu, François. Des questions aussi sur avec quels bailleurs on travaille déjà, si on travaille déjà avec des bailleurs. Et ensuite, une question sur comment peut-on limiter la spéculation immobilière, qui est déjà un problème à Guyancourt et qui, avec l'arrivée d'un nouveau quartier, pourrait continuer. Donc voilà, donc toute une thématique logement. Vous avez fait plein de questions. Je ne sais pas qui veut répondre. On peut donner quelques éléments. C'est un quartier qui se dit mixte autour d'une gare, donc effectivement une certaine urbanité, disons. Ça veut dire en termes de logement et de type de bâtiment, une diversité. On n'est pas sur des tours pour répondre. Les hauteurs ne sont pas encore tout à fait définies. Et on en parlera, mais effectivement, de quelques étages. Je crois qu'au PLU, on est à plus 4 ou 5 sur Guyancourt. Donc, on sera dans ce maximum-là. Même s'il peut y avoir des discussions sur l'objet gare en tant que tel, qui peut être peut-être un signal plus fort. Voilà, ce sont les pistes de réflexion. En
tout cas, on sera sur ces choses-là, mais qui vont aussi descendre plus bas. Et l'idée, c'est d'articuler ce type d'échelle avec peut-être des maisons-villes à R+1, R+2, etc., avec de l'habitat plus collectif. Donc, effectivement, tout ça un petit peu ensemble. Et on ne va pas être sur un modèle, le lotissement pavillonnaire sur la moitié du quartier, et puis le bâtiment collectif sur le reste. Voilà, je pense, dans les grandes orientations de morphologie bâtie, pour le dire comme ça. Après, il y a des sujets plus sur la type de programmation en logement social, mais je crois que M. le maire l'a déjà évoqué. Oui, je complète. Donc, j'en ai dit un mot tout à l'heure pour cette notion qui nous est chère, effectivement, à Guyancourt, c'est cette notion de parcours résidentiel, de pouvoir proposer, effectivement, des logements pour l'ensemble des situations. Je reviens sur ce qu'a dit Antoine. Pour repréciser les choses d'une manière très claire, c'est que non, il n'y a pas de tour. Voilà, les hauteurs sont tout à fait raisonnables et ce sont des hauteurs qui sont déjà connues dans beaucoup de quartiers de la ville de Guyancourt. Voilà, donc il n'y a rien d'exceptionnel. Lorsque Antoine dit R plus 4 plus 5, ça signifie bien que ce rez-de-chaussée, plus 4 ou 5 niveaux de plus. Donc vous voyez, ce sont des hauteurs qui sont déjà connues. Voilà. Sur les maisons de ville, soyons très clairs. Oui, la possibilité existe, elle fait partie, rien n'a été totalement arrêté. Maintenant, il faut avoir en tête que l'idée d'un quartier de gare, c'est quand même d'avoir une densité importante, parce que sinon l'intérêt de la gare est moindre finalement. Je rappelle que l'idée, c'est aussi de diminuer la place de la voiture en utilisant les transports en commun. Et donc, plus vous mettrez de gens aux abords de la gare, plus les gens utiliseront le métro. Il y a une espèce de logique assez imparable à cette affaire-là. Voilà. Alors, on va passer au sujet plutôt environnement-paysage. Donc, il y a pas mal de questions autour de la proportion d'espaces verts par rapport au bâtiment, sur la continuité par rapport à la qualité de vie de Guyancourt aujourd'hui. Mais il a déjà répondu la partie comment le quartier contribuera à la transition écologique et comment la ville va respecter le zéro artificialisation nette. C'est un peu les sujets généraux sur environnement-paysage. Il veut dire... Peut-être, parce qu'il y a plusieurs échelles à ça, je l'ai vu, des gens qui citent effectivement des prospectives régionales, etc. Je pense qu'on a tous été ébranlés dans nos certitudes depuis un an, là, donc on n'a pas la science infuse sur tous ces sujets-là, y compris sur le nouvel habitat, etc. Simplement pour redire d'abord à l'échelle, effectivement, Paris-Saclay, puis revenir à Guyancourt. Donc, on le répète à l'envi, mais cette protection globale de la zone naturelle, de la zone de protection naturelle agricole et forestière sur le plateau de Saclay est effectivement tout de même un entrant très fort dans cette stratégie de zéro artificialisation qui se met en place effectivement progressivement. Et par rapport à la métropole dans son ensemble, Paris-Saclay, c'est l'occasion justement de desserrer la métropole parisienne sans faire de l'étalement urbain, c'est-à-dire effectivement on donne plus d'espace, mais on fait ça autour d'un métro avec donc des quartiers denses, effectivement comme le disait François Morton, autour des gares. Voilà ce que je voulais redire quand même sur les grands entrants, comment on voit déjà cette philosophie d'ensemble apporter de première réponse à ces nouveaux enjeux. Et puis alors ensuite, effectivement, on n'a pas encore déterminé la part exacte d'espace vert, etc. Je pense qu'on saura donner des chiffres dans les mois qui viennent et le co-construire. Ça a déjà été évoqué quand même sur effectivement ce grand parc sud, le renforcement de la lisière, des jardins publics effectivement à l'intérieur du quartier, et puis qui dit également moins de place au réseau viaire un petit peu largement dimensionné, ça veut aussi dire les voies des liaisons douces qui sont aussi largement végétalisées et donc très plantées globalement. Voilà. Avec un enjeu peut-être complémentaire pour terminer, le stationnement, j'y revenais. Moins on est en stationnement en sous-sol, plus on économise de terre excavée à envoyer par camion on ne sait où, et plus on peut aussi faire des aménagements en pleine terre et donc avoir de la plantation plutôt que effectivement
des 10 cm de terre et de végétalisé au-dessus des parkings. Voilà, donc c'est un des enjeux forts qu'on devra développer. Oui, et puis juste pour répondre précisément à l'une des questions, et notamment le rôle de l'aménagement dans la zéro artificialisation nette, je rappelle qu'on part d'une friche industrielle qui est totalement artificialisée. Voilà, hein, ne l'oublions pas. Voilà. Et pollué. Et polluée. Avant de passer au sujet suivant, et on va faire très très vite, il y a quand même plusieurs fois revient à la question du nombre de logements. Donc ça a été dit, mais on peut peut-être le rappeler. Il y a peut-être des gens qui nous ont rejoints en cours de réunion. Donc si on peut juste redonner ce chiffre, je crois que c'est une question qui revient assez régulièrement. Alors l'ordre de grandeur, là encore, vous annoncez le nombre de logements à l'unité près, c'est bien évidemment impossible. L'ordre de grandeur sur l'ensemble du projet d'aménagement est autour de 2000 logements. Sur le projet urbain, je pense qu'on va faire très vite parce qu'il y a énormément de questions autour de la halle piano, de l'utilisation aussi de la tour de visée. Il y a tout un... Les gens ont plein d'idées déjà sur une ressourcerie, une pépinière de start-up, un tiers-lieu, pas un centre commercial surtout. Donc je pense qu'on est presque dans la concertation. Donc je propose qu'on passe ce sujet-là. Peut-être les services publics sur le quartier, ça c'est peut-être pour toi François. Si tu peux dire juste un mot. Alors, oui, des services publics, encore une fois, à l'échelle de ce que les Guyancourtois connaissent déjà dans leur propre quartier. On sait qu'on aura besoin, par exemple, d'un groupe scolaire, c'est une absolue nécessité, mais ça va au-delà de ça, des équipements associatifs, des équipements sportifs, très probablement, enfin, quand je dis très probablement, c'est quasi certain, voilà, et donc tout ce que vous connaissez déjà, et qui font les atouts de notre ville, de vos quartiers. Voilà. Une dernière question qui est revenue plus. Donc, quartier des savoirs. Et du coup, en quoi c'est un quartier des savoirs? Donc, ça, c'est aussi peut-être une question à traiter dans la concertation, sauf si quelqu'un a déjà une réponse. Alors, je rappelle que c'est le nom qui a été donné par les Guyancourtois à ce quartier, hein, à l'issue d'un sondage. Voilà. Oui, enfin, le nom parle, mais on pourra évidemment discuter quel est le lien avec cette concertation. Ok, bon, il y avait plein de questions, mais on va être obligé de s'arrêter là. Et Antoine Président va reprendre la suite pour la présentation des différentes étapes à venir. Très bien. On reprend, c'est très rapide pour terminer. Et puis, on en a déjà largement parlé. Donc, ce qui s'ouvre à nous, comme je l'ai déjà évoqué, c'est cette concertation parallèle de l'ensemble des études que nous allons mener, et en particulier cette fameuse étude d'impact qui regroupe tout de même toutes les thématiques évoquées ce matin, et même au-delà, puisqu'on n'a pas parlé, comme on le voit à l'écran là, par exemple, je prends simplement l'exemple d'études de qualité de l'air, qui sont pourtant des sujets qui sont de plus en plus prégnants dans les études d'impact, avec l'évolution des normes sur le sujet, les études de sécurité publique, je l'ai évoqué, et puis l'ensemble effectivement de tout ce qu'on a pu, des sujets qu'on a pu évoquer ce matin, qui relèvent aussi de la programmation. Les services publics, par exemple, on va faire des études spécifiques de programmation d'équipements publics, combien de classes dans les groupes scolaires en fonction du nombre de logements prévus, de leur taille, etc. Les équipements sportifs également, comme le disait Monsieur le maire, et au-delà, avec effectivement ce petit focus un peu particulier qui fait aussi l'identité de ce projet sur cette fameuse halle dont on peut imaginer diverses occupations. Voilà, peut-être sur la slide suivante, vous voyez le calendrier de cela et donc l'articulation entre ces différents éléments. Donc avec aujourd'hui 13 mars 2021, cette ouverture de concertation et ces études, nous avons des appels d'offres qui vont être lancés sous peu pour justement retenir aussi de nouveaux prestataires pour compléter les équipes en place sur toutes les études thématiques que j'ai évoquées. Cette concertation réglementaire qui, quoi qu'il en soit, effectivement, se conclut, je dirais, dans une première étape par une mise à disposition du dossier de création de ZAC avec l'étude d'impact. Donc l'ensemble des dossiers sera mis à disposition. Et puis, on a également des enquêtes publiques qui vont se tenir plutôt sur les procédures dites d'autorisation environnementale, donc tout un ensemble d'autorisations dues au titre du Code de l'environnement
sur le respect des habitats d'espaces protégés, des zones humides, de la gestion de la ressource en eau, etc. On va la mener, comme on l'a dit, en parallèle de cette co-construction par des ateliers thématiques qui ont été largement évoqués. Et donc, simplement pour terminer, effectivement, redonner un petit peu rendez-vous. Donc, sous réserve qu'on puisse le valider dans le cadre d'un protocole sanitaire, effectivement, validé avec les autorités préfectorales, on organiserait une première balade urbaine sur le week-end sur le samedi 10 avril. Je me suis trompé, j'ai dit le 7 tout à l'heure, c'est bien le 10. Ah, c'est samedi 10 avril, effectivement. Donc, nous le reconfirmerons très prochainement, avec sans doute un protocole adapté, puisqu'on peut être plus de 6 personnes sur la voie publique. On sera peut-être avec des petits groupes et des casques ou hygièphones, etc. Mais donc, on verra comment on fonctionne exactement. Mais si on en a le droit et l'autorisation, on mènera ça. Et puis, ce sera un préalable à de premiers ateliers qu'on va mener effectivement sur les mois de mai et juin, après les vacances scolaires de printemps. Donc, sur cette première étape qui nous emmène à l'été. Voilà. Donc, le mot de la fin, Monsieur Michel, pour le garant. On ne t'entend pas. Jean-Marc? On ne vous entend pas, monsieur. On ne vous entend pas. Sur le micro. Entendez-vous? Oui. Oui. Alors bonjour. Et pour cette conclusion de première réunion publique, je tiens à saluer la participation et remercier les organisateurs de sa préparation. C'est un peu du jonglage, mais on y arrive. Donc ça veut dire qu'il y a une forte motivation. Vous êtes plus de 150 à vous êtes connectés. Et donc, ça me laisse penser qu'il y a une réelle ambition de bâtir ensemble, et surtout très en amont, le nouveau projet d'aménagement d'un quartier urbain qui est connecté à son voisinage, j'allais même dire à plusieurs échelles de ses voisinages. Cette ambition, c'est aussi celle de réussir la transformation d'une friche industrielle en lieu de vie et de mobilité. Et j'ai même compris qu'il fallait aussi lui apporter une nouvelle identité. Alors, bon courage. Mais cette première présentation qui vous a été faite ce matin montre qu'on vient d'ouvrir une séquence primordiale dans la définition et le partage du projet. La concertation sera donc un des moteurs de cette séquence nouvelle pendant 3 ans et plus, si affinité. Donc, à nous d'en fournir la qualité et d'en inventer les modalités sans avoir peur d'être ambitieux et même innovant, puisque c'est le cœur de métier, l'innovation de l'établissement public. Vous l'avez entendu ce matin, ce projet d'aménagement porte en lui-même aussi une très grande complexité d'hypothèses, de solutions, d'impératifs politiques, d'échelle de construction du territoire. C'est un vrai challenge. Comprendre et apprivoiser cette complexité, c'est aussi un des rôles de la concertation, vu le nombre de temps forts techniques qui vont apparaître, de procédures administratives, et donc à nous de bâtir ensemble cette concertation. Vous l'avez entendu aussi ce matin, les décideurs publics s'engagent devant vous en vous proposant d'enrichir le contenu de leurs décisions, d'éliminer des points d'interrogation et de co-construire en quelque sorte ces décisions futures. Bon, donc c'est bien le moment de saisir cette offre et cette offre de participation et de faire de la confiance entre tous les acteurs un levier important de cette concertation préalable. En tant que garant de la concertation, je vous y invite aussi. Et alors, bon courage pour la suite et bonne journée et merci à tous.
Merci. François, le mot de la fin, peut-être? Oui, mais merci, Monsieur Michel, très rapidement pour terminer. Moi, je souhaiterais ajouter que le début de cette concertation, c'est très enthousiasmant. Je suis certain que d'ici une dizaine d'années, et peut-être avant ou un peu après, avec certains d'entre vous qui êtes présents là aujourd'hui ou qui nous rejoindraient plus tard, on pourra probablement se dire que lors de ces ateliers, on a eu quelques très bonnes idées dont on verra la concrétisation dans les années à venir. Parce que c'est bien avec vous, effectivement, vous les Guyancourtois, que nous allons continuer à dessiner effectivement cette ville, que nous allons le faire ensemble et que nous allons préserver notre cadre de vie que nous apprécions particulièrement. Moi, je reste persuadé que cette concertation, c'est aussi, et le projet qui est devant nous, c'est aussi une magnifique aventure humaine. Voilà, je le crois réellement, une aventure professionnelle pour certains, qui n'en auront qu'une comme ça dans leur carrière, et pour des habitants de la ville de Guyancourt, nous retrouver aussi quelques décennies en avant, lorsque nos augustes prédécesseurs se posaient toutes ces questions dans l'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et je crois que ça aussi, c'est important. Et je suis particulièrement ravi de partager cette grande expérience avec vous. Voilà. Merci. Bon, Merci à tous. Au revoir. Merci aux participants et merci aux 170 participants à cette réunion, ce qui effectivement augure bien de cette concertation. Bonne journée. Bonne journée.